Gbagbo vous salue. Les animateurs nous ont dit qu'il suit cette cérémonie. Oui, c'est vrai, il suit la cérémonie. Avec les technologies modernes, actuellement il est assis, il suit tout ce que nous faisons. Monsieur le Président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, je vais parler de son représentant, le doyen Harding. Mesdames et Messieurs, les présidents et représentants des partis politiques et associations, organisations de la société civile, honorables chefs et notables des villages hybrides qui nous accueillent, camarades dirigeants du Front populaire ivoirien, camarades militants, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes venus ce matin pour nous entretenir avec vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous nous tenions tous debout pour observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts suite aux événements d'avril 2011. Je voudrais également que cette minute soit observée à la mémoire de notre camarade Ouraga Niaka Oreto, qui a assuré la présidence du FPI pendant les moments très difficiles et qui nous a quittés. Cette minute aussi pour notre camarade Abdelhamad Sangaré et cette minute pour un de nos jeunes camarades qui ici même à Yopougon, en 2012, quand ils ont voulu organiser un meeting, il a été égorgé et enterré. Je voudrais qu'on observe cette minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Nous sommes venus pour lancer la campagne nationale pour la réconciliation nationale et le retour du président Laurent Gbagbo. Mais je vous assure, je viens d'assister à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Oui, population de Yopougon, vous venez de nous montrer que la Côte d'Ivoire est debout, que la Côte d'Ivoire restera debout jusqu'à la réconciliation totale et effective. Mais pourquoi nous parlons de réconciliation nationale? Nous parlons de réconciliation nationale parce que depuis la crise, depuis le 11 avril 2011, notre pays est dans la tourmente. Mais avril 2011 a été le sommet d'une situation parce que ça avait commencé avant. Ça a commencé d'abord par la destruction des structures économiques de la Côte d'Ivoire par ce qu'on appelait l'ajustement structurel. Ça a commencé dès la mort du président Félix Houphouët-Boigny, où il y a eu une bataille entre ses héritiers. Le président Laurent Gbagbo et son régime sont arrivés et ils ne les ont pas laissés gouverner. Depuis lors, les Ivoiriens se regardent chien de faïence. La réconciliation n'a pas été faite. On nous dit qu'il y a la réconciliation, mais elle n'a pas été faite. Lorsque, en janvier de cette année, le président nous a demandé d'informer tous les cadres
du Front populaire ivoirien, tous ces militants, tous ces dirigeants, pour que nous prenions la tête de la réconciliation nationale, certains pensaient que c'était une vue de l'esprit, que la réconciliation est faite, que ce que le RPI dit, ce n'est pas la vérité. Mais nous avons vu ce qui s'est passé à Abou-Bogar. Nous avons vu ce qui s'est passé à Bassam. Et surtout, nous venons de voir ce qui s'est passé à Béoumi. Et il y a 4 jours, ce qui se passe à Grand-Bérébi. Oui, à Grand-Bérébi, un paysan a fusillé un autre. Suite à cela, les populations autochtones se sont levées, ont incendié les villages, les campements et autres de tous ceux qui sont venus s'installer dans la région. C'est-à-dire que nous risquons des affrontements intercommunautaires. Oui, chers frères, c'est pour toutes ces raisons, mais surtout pour les raisons suivantes. Je l'ai dit au cours d'une conférence de presse que la Côte d'Ivoire est sinistrée. Oui, notre pays est sinistré. Sur le plan économique, le président Laurent Gbagbo avait trouvé en son temps, quand il est arrivé au pouvoir, une dette de 6 000 milliards à payer. 6 000 milliards. Il s'est mis à éponger cette dette. Les institutions internationales avaient refusé de lui accorder des crédits parce que la Côte d'Ivoire devait et que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas payer cette dette. Il s'est mis à payer cette dette. En 2002 et 2003, nous étions vers la fin pour payer cette dette lorsque le pays a été attaqué, lorsque le pays a été divisé. Depuis lors, la pauvreté s'est installée dans notre pays. D'après les études que les experts, eux-mêmes leurs amis, ont effectuées dans le pays, 47% de notre population vit sur le seuil de la pauvreté. Je ne vous ferai pas l'injure de vous parler de l'école, de vous parler de la santé. Aujourd'hui, si tu es malade, peut-être mieux vaut chercher quelqu'un qui vient te voir pour te soigner, mais il y a un risque si tu te rends dans un hôpital. Aujourd'hui, pour mettre son enfant à l'école, on nous dit inscription en ligne. Mais inscription en ligne, c'est pour enrichir les autres. L'enseignement public n'existe plus. L'école privée a été totalement privatisée. L'enseignement secondaire privatisé. L'enseignement supérieur, d'après les études, est à 90% privatisé. Donc le régime qui est là a tué ce que j'appelle le service public. Service public de l'hôpital, service public de l'école. Mais chose plus grave, ils ont tué l'administration. Oui, l'administration publique a été tuée. Pourquoi? Lorsqu'on laisse de côté les étudiants qui sortent de l'ENA pour nommer comme administrateurs de région des analphabètes, excusez-moi, c'est que le pays recule. Le pays recule. Mais pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'ils ont introduit dans ce pays ce que nous n'avons jamais connu, ce qu'ils appellent le rattrapage ethnique. Rattrapage ethnique, quand on prend la liste de ceux qu'on déclare admis à un concours, on a l'impression que l'intelligence a quitté les autres régions de Côte d'Ivoire pour aller se localiser au nord.
Le rattrapage ethnique a infiltré toutes les structures de la nation. Mais, chose plus grave, le rattrapage ethnique existe au niveau même de ce qu'ils appellent encore la démocratie. Je vais vous expliquer. Pour être député, si vous vous présentez, vous voulez être député. Si vous êtes au nord, vous avez besoin de 25 000 électeurs. Mais si vous avez le malheur d'être du sud, de l'ouest, de l'est, il vous faut 65 000 électeurs au minimum. C'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a plus d'égalité. La base de la démocratie, c'est l'égalité entre les citoyens. L'égalité entre les citoyens. Chez nous, cela n'existe plus. Et comme ce rattrapage ethnique fait de telle sorte que même le développement, il y a inégalité de répartition des richesses du pays. Et c'est pourquoi les études montrent que 47%, je vous disais tout à l'heure, de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Et cette année, les Nations Unies viennent de publier le classement des pays par ce qu'on appelle l'indice du développement humain. C'est-à-dire qu'on tient compte d'un certain nombre de facteurs. L'école, l'alphabétisation, la santé, le revenu. Et vous savez quel rang nous occupons? 170 sur 188. 170 sur 188. Et nous sommes classés, je vous assure, derrière le Lesotho et derrière la Mauritanie. Alors, quand on voit ça, on a honte. On a honte d'être ivoirien. J'ai rencontré un chef religieux il n'y a pas longtemps. Il dit que dans ce pays, on a tout pour réussir. Dieu nous a bénis. Il y a tout. Et pourtant, même le riz que mangent nos frères de l'Ouest, il faut l'importer. Ils sont allés jusqu'à nous importer du riz pourri. Donc vous voyez, mais il y a un autre danger que nous vivons. Et nous voulons vous parler de ça. C'est ce que j'appelle la catastrophe écologique. C'est-à-dire que notre environnement, entre nous, les êtres humains, il y a ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que vous qui êtes devant, vous devez préserver le pays pour les enfants qui vous suivent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La forêt ivoirienne, elle est détruite. Mais elle est détruite comment? Ils ont infiltré des mercenaires qui se sont transformés en paysans, qui occupent les forêts, qui occupent les parcs nationaux, qui occupent les plantations de café, de cacao, de VA, de palmiers, qui se sont transformés également en orpailleurs, on dit orpailleurs clandestins. Mais ceux-là, ils sont très dangereux. Parce que non seulement ils détruisent la terre, mais ils polluent l'eau que nous allons boire. Ils polluent ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire les eaux souterraines qu'on puise quand on fait les forages. Ils polluent les rivières, ils polluent les marigots, ils polluent les lacs. C'est très dangereux parce que la première fois que le monde a connu ça, c'était au Japon. Au Japon, pendant la guerre, ils ont construit une usine pour traiter les métaux. On les traite
soit avec les cyanures, soit avec le mercure. Et ils se sont rendus compte quelques années après que les populations qui vivaient dans ces environs, à travers des maladies qui détruisaient les systèmes neurologiques, qui détruisaient les muscles, mais chose plus grave, les femmes faisaient des enfants mal formés, des monstres. On appelle ça la maladie d'Imanata. Et c'est ce que nous allons vivre. Si on n'arrête pas cela, alors, monsieur le ministre des Mines, je vous ai suivi l'autre jour, on a arrêté 30 personnes, 60 personnes. Non! Il faut sortir tous les orpailleurs des forêts, des plantations et des parcs. Mais nous avons un autre danger qui nous guette. Oui, encore. C'est pourquoi je vous dis que la Côte d'Ivoire est sinistrée, la Côte d'Ivoire est malade. C'est le problème de la sécurité. D'abord intérieur. Tout à l'heure, le responsable DDS vous a parlé des enfants microbes. Ce n'est pas un Yopouban que je vais vous parler de ça. Ils vous côtoient tous les jours, ils vous assassinent, ils vous agressent, ils vous blessent et ils sont en liberté. Vous avez les dozos, vous avez les coupeurs de route. Tout cela, c'est l'insécurité. L'Ivoirien n'est plus en sécurité. Mais l'Ivoirien court un autre risque qui est lié à ça. Oui, encore. À nos frontières, pour ne pas dire peut-être à l'intérieur, nous avons les djihadistes. Nous avons les djihadistes. Au Mali, il n'y a presque plus d'État. Au Burkina Faso, c'est la même situation. Le président du Burkina va lancer très bientôt une campagne de réconciliation nationale. Au Niger, la même situation. Mais qui dit Mali? Qui dit Burkina? Dit Côte d'Ivoire. Tous les matins, tous les soirs, c'est des camions qui viennent de ces pays chargés de gens qui fuient sur le pays à cause de la misère, à cause de la guerre, pour venir trouver refuge en Côte d'Ivoire. Or, un djihadiste, rien n'est écrit sur son front. Vous ne le connaissez pas. Il peut être votre voisin. C'est ce danger. Et toutes ces situations, à partir de là, le président de l'Ambabo, qui de sa prison, observait, a demandé à son parti de se lever, de se mobiliser et d'entraîner les Ivoiriens à réclamer la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est notre premier barrage. Notre premier barrage. La réconciliation va nous permettre de poser tous les problèmes de la sécurité, de l'occupation des terres, de l'occupation des forêts, des élections. Pourquoi un député du Sud doit être voté par 60 000 électeurs et un autre du Nord par 25 000? Donc, il faut refaire le redécoupage électoral. Il faut que la structure qui est chargée de faire les élections, la CEI, soit autonome, soit sécurisée, ait les moyens de contrôle, moyens financiers, moyens de coercition. Donc le président Babo nous a demandé de prendre la tête de ce mouvement. Heureusement que nous avons commencé, les populations accueillent favorablement cette disposition. Et votre mobilisation aujourd'hui me donne chaud à cœur. Je vous dis merci. C'est pourquoi je parle de renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est important parce que nous, du Front populaire ivoirien, nous disons que face à cette crise, il faut plutôt aller à la réconciliation. Je voudrais vous donner l'exemple de la deuxième vice-présidente, la camarade Simone Yves Babo. Vous l'avez vu, comme elle a été traumatisée, comme elle a été traînée, et pourtant, elle parle de réconciliation. C'est ça le Front populaire ivoirien.
Parce que nous sommes convaincus, pour prendre une pensée de Mahatma Gandhi, qui dit que si vous obtenez une victoire par la violence, cette victoire-là, dès le départ, contient les germes de sa propre destruction. Et c'est pourquoi nous allons nous mobiliser. Ce meeting de lancement, c'est pour vous dire de vous lever. De vous lever parce que la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à un groupe, appartient à tous les citoyens. Et tous les citoyens de la Côte d'Ivoire ont le droit à la vie, ont le droit de vivre, ont le droit de prospérer. Si la réconciliation n'est pas faite, il nous appartient de demander la réconciliation, d'exiger la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire de vous mobiliser. Mais le Front populaire ivoirien, par ses dirigeants, par ses fédéraux, par ses SM, va partir dans tout le pays pour que les populations s'élèvent. Ce n'est plus le moment de parler, comme disait le représentant DDS, c'est le moment d'agir, c'est le moment de demander, c'est le moment de se poser. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Nous sommes ici, mais nous avons des frères qui sont encore en prison. Nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui sont en exil. C'est un appel que nous lançons au président Ouattara. Il a pris une loi d'amnistie. Nous lui disons merci pour cette loi. Mais cette loi, elle n'est pas totale. Parce que l'amnistie vient amnistier des faits, mais pas des individus. Les faits, pour ça, certains sont en prison. Ils doivent sortir. Et au 7 août, nous serons heureux de l'entendre dire que tous ceux qui sont en prison doivent sortir, que l'État de Côte d'Ivoire met les moyens pour faire rentrer tous ceux qui sont en exil. Mais nous, au FPI, comme pour beaucoup d'Ivoiriens, parce que pour nous, le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais on nous dit qu'ils ont tripatouillé les chiffres, on nous dit qu'il a eu 48%. Mais 48%, c'est-à-dire tous les autres réunis, si tu prends chacun, il les a tous battus. Et Laurent Gbagbo, c'est un monsieur qui, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, je ne peux pas gouverner un pays divisé. Je ne peux pas gouverner un pays où les habitants se battent. Donc il s'est levé, il dit, je vais les réconcilier. Et il a fait le forum. Le forum, c'était ici présent, vous avez participé. Il a fait tous les efforts qu'il fallait pour que les présidents Bédié, Ouattara en exil, rentrent en Côte d'Ivoire. Il a fait tous les efforts pour que le général Gueye, réfugié chez lui, vienne à Abidjan pour participer à la réconciliation. Aujourd'hui, il dit encore réconciliation. Ça veut dire qu'il doit être ici. Il doit être en Côte d'Ivoire. La justice internationale dit qu'il n'a rien fait. Et Madame Bensouda, quand on a déposé les conclusions, les juges ont déposé leurs conclusions, elle dit de lui donner encore, je crois, 3 mois. Mais vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit niet. Elle a eu 7 ans. 7 ans. Ça n'a rien donné. 7 ans, c'était que des mensonges. C'est pourquoi je voudrais même, avant de finir, que vous ovationnez Semble Africain. Semble Africain,
qui a été le premier témoin à leur dire que vous mentez. Le monsieur là, il n'a rien fait. Sam, merci. Merci pour ton courage. Après lui, les 82 témoins qui sont passés ont dit Babo, Blé Goudé, ils n'ont rien fait. Donc, ils sont acquittés. Les juges l'ont dit verbalement, ils viennent de le dire par écrit. Donc, avec votre permission, avec la permission de mes camarades, voilà, dirigeants du Front populaire ivoirien, je voudrais vous dire que pour nous, le président Laurent Gbagbo doit être ici. Il doit être ici parce qu'il a montré que parmi tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire, c'est le seul qui est capable de rassembler. Quand nos frères malinqués disent Babo Kakissa, ça veut dire quoi? Ça dit Babo est le meilleur. Babo est le meilleur. Il a montré, j'étais au fauteuil blanc du Nouveau Réveil. Je leur ai dit que Babo, il a dit lui-même qu'un homme, un être humain, un homme politique, quand il marche, il a des traces. Babo a laissé des traces. Babo a fait rentrer tous ces dirigeants qui aujourd'hui l'ont fait déporter, les a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Ce sont ses traces. Babo a soigné leurs parents. Il a amené l'hélicoptère, aller les chercher dans les villages. Ce sont ses traces. Babo leur donnait de l'argent à la fin du mois. Ce sont ses traces. Que cela suive son exemple. Je remercie le président Henri Konan Bédié. Qui a compris qu'il faut aller à la réconciliation. Il nous a envoyé une forte délégation. Mais il y a une chaise qui est encore vide. C'est la chaise du RDR. Oui, la chaise du RDR. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, demander au président Ouattara que comme Babo l'avait fait pour eux, il doit lui aussi réclamer le retour de Babo Laurent à Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens veulent se réconcilier. Les Ivoiriens veulent s'entendre. Quand on était jeune, on ne connaît pas celui du Nord, celui de l'Est. Et c'est pourquoi je prends une minute pour dire le monsieur qui est venu représenter le PDCI, Diego Lazare. Nous sommes plus jeunes que lui. C'est eux qui sont venus installer ce qu'on appelle l'Union nationale des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, les Babo et nous autres, on était encore très jeunes, parce qu'on était en seconde, on s'est révolté et on est allé contre leur position. Mais vous voyez, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on se parle, on rit, on s'embrasse, ils demandent après Babo. Quand je dis à Babo que c'est Yogoué qui vient de présenter le PDCI, il était content, il dit, il faut lui dire merci. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on ne coupe pas la tête de son adversaire. La Côte d'Ivoire, on ne rentre pas une femme enceinte. La Côte d'Ivoire, on ne rase pas un village parce que les gens n'ont pas voté pour toi. Ici, tu votes contre moi ou tu votes pour moi, le lendemain on se voit, on s'embrasse. Donc, chers frères, levons-nous, battons-nous pour le retour de Babo, pour la réconciliation entre les Ivoiriens. Je vous remercie. S'il vous plaît,